On ne peut pas pénaliser les personnes qui viennent à l'heure. Donc, sans tarder, je donne la parole à notre ami Frédéric, qui a vraiment aimablement accepté de venir nous faire une présentation sur donc, les possibilités et les facilités d'investissement pour les jeunes, particulièrement les étudiants. Très bien, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Consul de m'avoir invité ici. Merci à vous aussi de vous être déplacés. Je sais qu'on a tous, surtout vous, en fait, durant ces périodes-là, des emplois du temps extrêmement chargés. Donc, merci en tout cas d'être venu. Moi, je me présente, je suis Frédéric Mort et je représente l'ADI. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Sachant que l'objectif un petit peu de la présentation qui est lié aux échanges que j'ai eus avec Monsieur le Consul, c'est que en l'occurrence vous êtes dans une phase, on va dire, ascendante de votre vie professionnelle. Certains d'entre vous vont sans doute à terme occuper des postes de salariés, mais d'autres peut-être aussi se destiner à créer un projet, à se rendre indépendant. Et donc mon objectif à travers cette présentation-là, c'est de vous présenter un petit peu les moyens qu'on peut, nous, vous mettre à disposition pour vous aider dans cette démarche. Je parle de ça en connaissance de cause. J'ai un fils aîné qui a 23 ans. Il fait des études, mais parallèlement à ses études, il a créé une micro-entreprise. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même relativement d'actualité. C'est vraiment un exemple très, très précis que je vous donne. Donc, ce que je vous propose... Ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu en revue ces différentes thématiques-là. Donc, je vais d'abord vous expliquer, vous donner quelques informations sur l'ADI. Qu'est-ce que c'est l'ADI? Parce que c'est un nom un petit peu bizarre, mais bon, je vous expliquerai, c'est un acronyme, mais je vous expliquerai à quoi ça correspond. Ensuite, sur la seconde partie, pour ceux qui veulent se lancer, qui se lanceront dans une activité indépendante, la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas démarrer seul. Donc ça, évidemment, c'est pour faire un focus sur l'aide qu'on peut vous accompagner. On fera également un focus sur les possibilités de financement de l'ADI, que vous créez votre entreprise pendant vos études ou que vous la créez après. L'ADI, effectivement, pourra intervenir. Ensuite, sur un quatrième point, je vous résumerai un petit peu le parcours au niveau de l'ADI à partir du moment où vous décidez de créer votre entreprise. Et enfin, dans un cinquième point, on fera un petit focus en fait sur les possibilités qu'a l'ADI au-delà du financement, parce que l'ADI n'est pas que du financement, et vous allez le découvrir. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si pendant la présentation vous avez des questions ou si quelque chose ne vous paraît pas clair, je vous répondrai directement. Pour ceux qui veulent garder les questions à la fin, gardez-les pour la fin, mais en tout cas je suis là aussi pour vous répondre sur ces sujets. Donc, avant d'entamer la présentation, je me suis un petit peu penché sur une étude qui a été faite en février 2022 chez les jeunes. En tout cas, le comportement de l'emploi face aux jeunes. Alors, vous allez me dire, oui, c'est quoi un jeune? C'est quoi un jeune? En principe, selon les critères, on va dire, un petit peu officiels, un jeune, c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans, on va dire. D'accord? Donc il y a une étude qui a été faite par une structure qui s'appelle OpinionWay, qui a été faite en février 2022, et qui a abouti sur le principe suivant, c'est que 47% des 18-30 ans ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Autrement dit, près d'un jeune sur deux a cette idée-là de se dire « je veux être indépendant, je ne veux pas dépendre de quelqu'un pour gagner ma vie quelque part ». D'ailleurs, cette tendance a été fortement augmentée suite aux différentes crises sanitaires, où il y a eu des confinements, et puis les gens ont commencé à réfléchir, et à sans doute pousser certaines personnes à se poser ce type de questions. Donc ça, c'est un premier chiffre. Le deuxième chiffre, si vous voulez, c'est que si on réduit chez les 18-24 ans, on voit que 36% sont davantage motivés par le statut d'indépendant que par celui de salarié. Bon, c'est ce qu'on dit d'une manière générale, c'est extrêmement récent comme chiffre. Mais ce n'est pas qu'une volonté, puisque un tiers des entrepreneurs individuels avaient moins de 30 ans en 2020. Ça veut dire que non seulement ils y pensent, mais en plus ils le réalisent derrière.
une personne sur trois est un jeune de moins de 30 ans. Donc c'est vraiment la réalité des choses. Évidemment, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale pousse les gens à réfléchir, évidemment, parce que quelque part, c'est prendre des risques quand on se lance dans une affaire individuelle ou dans une micro-entreprise. 41% des moins de 30 ans qui ont été interrogés hésitent à créer leur entreprise parce qu'ils ont peur que ça ne fonctionne pas, ou alors d'investir du temps et de l'argent dans cette structure. Donc il y a une véritable crainte. D'où l'intérêt, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, de vous expliquer que le jour où vous allez prendre la décision, si jamais vous la prenez, de vous lancer dans une structure indépendante, de vous lancer dans votre propre affaire, c'est que vous ne serez pas seul. Alors, il y a 3 idées fausses qu'on entend souvent circuler au sein des personnes qui veulent lancer leur affaire. La première idée fausse, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour créer une entreprise. Moi, j'entends ça souvent, il y a des gens qui me disent « j'ai pas d'argent, je ne peux pas me lancer ». C'est faux. Plus d'un jeune sur 2 a démarré son entreprise avec moins de 8 000 €. Soit à titre d'apport, soit financé. Mais avec moins de 8 000 €, on peut lancer une affaire. Évidemment, tout dépend de l'activité, tout dépend des besoins, etc. En tout cas, il n'y a pas besoin d'être riche pour lancer une affaire. D'ailleurs, les plus grandes fortunes américaines, ils ont démarré avec pas grand-chose, vous le savez. C'est une meilleure preuve. Deuxième idée fausse, il faut être diplômé pour créer une entreprise. La majorité des projets reposent plus sur un savoir-faire que sur un diplôme. Pardon. Donc ça veut dire que là aussi, il n'y a pas forcément de nécessité d'être diplômé à partir du moment où vous disposez d'un savoir-faire que vous avez pu acquérir au travers de votre expérience sur le terrain ou au travers de l'apprentissage d'autres personnes. Et enfin, il faut avoir une idée originale ou géniale pour créer. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi je crée? J'ai pas d'idée. C'est vrai, quand on regarde autour de soi, on se dit, bon, il y a tout est déjà là, j'ai pas d'idée géniale, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, mais bon, avant que le téléphone portable n'existe, l'idée n'était pas là non plus. C'est un exemple. En tout cas, il ne suffit pas d'avoir une idée pour créer, puisque la majorité des gens qui se lancent, notamment sur la création d'entreprise, se lancent sur des secteurs tout à fait traditionnels. La construction, le service aux entreprises et le commerce de détail. Alors, si en plus vous avez une idée géniale en plus, tant mieux. Et là, en l'occurrence, c'est une fausse idée. Vous voyez qu'il y a 3 fausses idées qui circulent au sein en fait, des personnes qui ont moins de 30 ans, qu'il faut écarter de l'esprit. Alors, l'ADI, qu'est-ce que c'est? L'ADI, c'est un acronyme. C'est Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADI, c'est une association qui a été créée il y a une 30aine d'années. Alors, pour ceux qui ont moins de 30 ans, ils connaissent. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas connu cette période-là. Il y a une 30aine d'années, en France, la situation économique était relativement tendue. Un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Une crise économique assez prononcée, avec des défaillances d'entreprises en cascade, plus de défaillances d'entreprises que de création d'entreprises, des augmentations de prix, une hausse du chômage. Et donc dans ce contexte-là, les gens qui avaient à l'époque la volonté de créer en fait un projet, lorsqu'elles venaient toquer aux portes des banques, on leur disait quoi à votre avis? Non. On leur disait non parce que les banquiers avaient tendance à se concentrer sur leurs propres clients et ne voulaient plus prendre de risques sur les nouveaux. Ou alors, elles disaient oui, mais avec tellement de garanties que c'était un non déguisé. Donc, il y a une 30aine d'années en arrière, les porteurs de projets se retrouvaient au bord du trottoir sans pouvoir lancer leur projet, même avec des idées originales. Donc, à l'époque, il y a une dame, c'est une jeune femme, qui voyait cette situation en fait, qui était totalement déraisonnable. Elle s'est dit, puisque le monde bancaire ne veut pas suivre ses porteurs de projets, c'est moi qui vais le faire. Donc elle a créé une association qu'elle a appelée ADI. Et c'est cette association qui est allée emprunter auprès des banques
Et grâce à l'argent qu'elle avait récolté, elle a reprêté aux porteurs de projets. Finalement, elle s'est positionnée comme une intermédiaire entre le monde bancaire et les porteurs de projets. En 30 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'apport, si vous n'avez pas de garant, si vous n'avez pas de projet bien structuré, si vous allez voir une banque, vous allez avoir les mêmes réticences. D'accord ? Donc il faut savoir que l'ADI a été vraiment créé grâce à cette réticence. La philosophie de la personne qui a créé l'ADI, qui est de dire que se base sur un concept simple, qui est de dire que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. En résumé, ce qu'on dit là, c'est que tout le monde a le droit d'avoir un projet dans sa vie, qu'il soit traditionnel, qu'il soit loufoque, qu'il soit original, tout le monde a le droit de l'avoir. Et le rôle de l'ADI, c'est de se dire, nous sommes là pour aider la personne à concrétiser ce projet, à lui apporter du conseil et à le financer. On se base, nous, et quelque part, en fait, c'est indiqué là en petit, mais nous, on se base sur la confiance. Vous savez que souvent, on dit que le mot crédit, ça vient de la même racine latine que confiance. Crédit, ça vient du latin credere, ça veut dire croire, avoir confiance. La confiance est très importante. Lorsque moi, je rencontre des porteurs de projets, c'est la personne que j'ai en face qui va me donner confiance ou non. Ce n'est pas son projet lui-même. Si j'ai confiance, si vous êtes boulanger et vous venez me voir pour dire je vais m'installer comme plombier, si j'ai confiance en vous, je vais vous suivre, il n'y a pas de problème. Donc on ne raisonne pas du tout comme une banque traditionnelle. Nous ne sommes pas une banque, nous on part sur la personne. On se concentre sur la personne. L'ADI a commencé il y a 30 ans avec une agence sur la région parisienne. Aujourd'hui, on a 158 antennes, 390 permanences en France, et donc on a tout le réseau français qui est émaillé, on va dire, d'agences, ainsi que les territoires et les départements d'outre-mer. Grosso modo, on est dans la plupart des grandes villes en France, nous y sommes. À côté de ces antennes et de ces permanences, nous avons la chance, je le dis tel que je le pense, de travailler avec des bénévoles. La force de l'ADI, c'est l'accompagnement. Je vais vous expliquer après ce qu'on entend par là. Mais à côté des gens qui travaillent pour l'ADI en tant que salariés, nous travaillons avec des bénévoles. Ce sont des gens qui sont en poste aujourd'hui dans des entreprises, ou alors qui sont à la retraite et qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets à concrétiser leurs projets. Comme ils ont des parcours très diversifiés, chacun a sa spécialité. Il y a des bénévoles qui seront plus tournés vers le marketing, d'autres qui seront plus tournés vers la comptabilité, le troisième plus vers la stratégie, etc. Mais en tout cas, ces bénévoles donnent de leur temps, et comme ils sont bénévoles, tous les conseils qu'ils peuvent donner, tout l'accompagnement qu'ils peuvent donner aux porteurs de projets sont gratuits. Évidemment, aujourd'hui, si vous allez toquer à la porte de la chambre d'industrie, à la chambre des métiers, si vous avez contacté un comptable, tout le monde va vous dire on va vous aider, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à chaque fois, vous êtes obligé de sortir le chèque. Or, lors du démarrage d'un projet, il faut mieux éviter de dépenser l'argent qu'on a. Donc, d'où l'intérêt aussi de travailler et d'avoir l'appui de ces bénévoles. Est-ce qu'il y a des questions juste sur cette partie-là, en fait, la présentation de l'ADI, auquel que je viens de faire d'une manière assez synthétique? N'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose qui ne vous paraît pas clair, il ne faut pas hésiter. Alors, les missions de l'ADI. L'ADI, je vais commencer par la partie basse. L'ADI repose sur trois types de missions. La première, c'est le financement. C'est son métier historique. Je vous expliquais qu'avant, l'ADI a été créé grâce en fait à ce rôle de financeur de porteur de projet. À côté du financement, l'ADI conseille également, parce qu'il y a des questions. Forcément, lorsqu'on se lance une affaire, il y a des questions tout à fait naturelles. Ok, j'ai une idée, je vais lancer un petit projet, même pour le week-end, hein, je peux avoir un projet qui ne m'occupe que le week-end. Je vais lancer une petite entreprise, comment je fais pour m'immatriculer, quelle forme de sociétale je dois adopter, comment je dois déclarer mes revenus,
quel est l'impact pour moi sur ma déclaration, comment je dois fixer mes prix. Vous voyez, il y a plein de questions tout à fait naturelles qui vont vous venir lorsque vous allez lancer votre affaire. L'ADI est là pour vous conseiller sur ces sujets-là, gratuitement. Au-delà de ça, imaginons qu'ensuite vous lancez votre affaire, elle commence à tourner, ça vous rapporte de l'argent, mais peut-être que vous allez passer par des phases un petit peu plus compliquées ou alors des phases de faux. L'ADI est là pour vous accompagner durant ces phases, pour faire un point régulier avec vous sur ces phases qui ne sont pas forcément en adéquation avec les objectifs que vous étiez fixés au départ. Grosso modo, est-ce que tout va bien, okay, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont mal, et comment l'ADI peut continuer à vous épauler sur ces difficultés-là, sur ces difficultés passagères. Alors, le financement, moi j'ai l'habitude de dire, pour vous donner une image, pour que vous reteniez un petit peu l'émission de l'ADI, c'est que l'ADI, d'abord, son rôle, c'est de mettre du charbon dans la locomotive. Vous voyez la locomotive. Le charbon, c'est ce qui va servir à la locomotive de se lancer. Donc après, si la locomotive n'a pas de rail pour lui donner la direction, elle ne va pas bien loin. Donc je dirais que la partie financement, c'est le charbon qu'on met de la locomotive, et la partie conseiller et accompagner, c'est les rails qu'on va poser devant la locomotive. Ça, c'est très important, parce que la créatrice de l'ADI, il y a 30 ans, lorsqu'elle avait trouvé la solution pour financer les gens qui se lançaient, qui lançaient des projets, elle s'est rendue compte assez rapidement qu'ils étaient perdus. C'est pas parce qu'ils avaient l'argent et donc le moyen de lancer leur affaire que ça fonctionnait, parce qu'ils n'avaient pas de conseils autour d'eux. Ils n'avaient pas de personnes qui étaient là pour les aider, pour les suivre, pour les épauler. Donc c'est comme ça qu'elle a mis en place le réseau de bénévoles. Du coup, elle a posé les rails de la locomotive, et du coup maintenant la locomotive peut prendre sa bonne direction, foncer, et puis en fait aller droit vers le développement tel que la personne a défini au départ. Alors, ce qui est très important, le financement. Alors, l'ADI, par nature, c'est ce que je vous expliquais avant, l'ADI, en fait, intervient sur les micro-entreprises. Autrement dit, le montant du financement, c'est 12 000 € maximum. Jamais on va se substituer à un crédit bancaire. Si demain, ça vous prend l'idée d'acheter une boulangerie-pâtisserie, d'acheter un fonds de commerce, ça vaut 200 000 € ou 150 000 €, l'ADI n'est pas faite pour ça. L'ADI, c'est plutôt, voilà, j'ai besoin, je lance, je prends un exemple, je lance un site web, j'ai une super idée que j'ai envie de lancer sur Internet, je te donne 5 000 € pour me faire référencer sur Google, ça c'est l'ADI. C'est vraiment des projets en démarrage. À côté de ces financements-là, il faut savoir aussi que l'ADI distribue des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, ce sont des prêts sans garantie à taux zéro. C'est important. Ça, les banques ne le font pas. L'ADI est capable aussi de distribuer des primes. Alors, par exemple, en début d'année, au mois de janvier, l'État a mis en place des primes jeunes. C'est un exemple. Ce sont des primes qui sont octroyées aux personnes de moins de 30 ans, avec un certain nombre de critères, jusqu'à 3 000 €. Donc, quelqu'un qui, par exemple, avait un projet qui avait un besoin de 5 000 €, il avait droit à 3 000 € de prime non remboursable, c'est une prime, et 2 000 € de prêt. Vous voyez, donc de temps en temps, comme ça, il y a des enveloppes, des primes qui sont mises en place par l'État français, qui passent par l'ADI. Donc c'est important parce que ça aussi, une banque ne l'a pas. Quelle banque va vous donner 3 000 € comme ça? Personne. C'est vraiment une spécificité. L'accompagnement, je le rappelle aussi là, il est gratuit. Jamais un bénévole de l'ADI ne va vous demander quelque chose. Il le fait lui par volonté propre, et c'est son rôle. Son rôle, c'est justement de vous accompagner, de vous suivre dans le projet. Il y a des projets parfois qui sont suivis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis il y a des projets qui ne méritent pas le suivi, ou alors la personne décide de ne pas être suivie. C'est elle qui va décider ou non d'être accompagnée. Je ne vous donne pas le nom, mais on a accompagné il y a une vingtaine d'années une structure à Namélo qui a une activité dans la sécurité. Monsieur, il avait commencé tout seul. Ils sont aujourd'hui 130 salariés. Il a été accompagné pendant 5 ans. Après, il a lâché. Après, la société a pris son envol, c'était fini.
Donc vous voyez, chaque société se développe, chaque structure se développe en fonction de sa propre histoire et ne nécessite pas forcément d'accompagnement. Donc on laisse toujours le choix à la personne d'être accompagnée ou non. Alors, sur l'Alsace, on est une équipe relativement légère, hein, malgré tout. Nous avons une agence à Strasbourg. Alors nous sommes situés, pour ceux qui le connaissent, dans le lycée Couffignal, à la Méno, en face du stade. Je parle aux garçons quand je parle du stade. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve le McDo, à de Colmar. Et bien en face, il y a une route qui part vers la construction de la mosquée. C'est la rue de la Fédération, on se trouve dans cette rue-là, dans des locaux qui appartiennent au lycée Couffignal. Donc on a un avantage, on n'est pas loin de la ville et un arrêt du tram juste devant. Nous avons également une agence à Mulhouse, qui est située Porte Jeune, pour ceux qui connaissent, et des permanences à Saint-Louis, à Colmar, à Saverne, à Agneau, ainsi qu'un point d'accueil à Cernay. Donc toute l'Alsace, elle est couverte par l'ADI. Nous ne sommes que 7 salariés sur tout le territoire, vous avez vu 27 bénévoles. Donc on a plus de bénévoles que de salariés, et ça continue. Parce que les bénévoles en permanence, ils viennent nous voir en disant non, je m'embête, je suis à la retraite, par contre j'ai un savoir-faire, je ne sais pas comment le mettre en valeur, ils viennent chez nous. Et c'est logique, ils partagent. Ils sont là pour partager leur savoir-faire et surtout d'aider en fait les jeunes qui démarrent leur activité. Donc voilà le maillage. Hein. Donc chaque agence a son propre territoire. Nous sommes localement en liaison avec la plupart des structures qui touchent le travail. Je veux dire par là, par exemple, on travaille beaucoup en collaboration avec Pôle emploi, avec les missions locales, hein, pour ceux qui connaissent, avec des associations locales d'insertion, etc., etc. Toutes ces structures-là qui peuvent repérer, au travers des fréquentations qu'ils ont avec leur public, des gens qui ont envie de créer un projet, mais qui parfois, encore une fois, ont cette crainte, c'est ce qu'on disait au début, de ne pas se lancer. Donc ces relations que l'on a avec ces structures sont extrêmement riches pour nous et très, très importantes. Alors, question numéro 2, on se pose, c'est pourquoi ne pas démarrer seul? Alors la question en fait, elle est assez légitime, parce que si un jour vous avez une idée, hein, vous allez voir, en général vous allez voir votre famille en disant j'ai une super idée, votre père va vous dire ah, c'est super, vas-y, etc. Ou votre soeur, ou peu importe, les gens de votre entourage vont vous encourager. Sauf qu'après, lorsqu'il faut mettre les mains dans le moteur et concrètement y aller, il n'y a plus personne. C'est pas une critique, mais pourquoi? Parce que les gens autour de vous n'ont soit pas le temps, ou alors n'ont pas la connaissance pour vous aider, tout simplement. Donc, si un jour vous avez une idée de vous lancer dans une activité professionnelle à votre compte, on va dire, ne restez pas seul. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Même si vous êtes sûr que l'idée que vous avez, c'est la meilleure du monde, et que vous allez, parce que parfois on se dit oui, si je commence à en parler, on va me l'appliquer, etc. Non. Vous avez une idée, ne restez pas seul. Parce qu'en étant seul, vous allez faire des erreurs. Il y a des gens qui vont peut-être profiter de vous, et vous allez vous décourager. Alors qu'à la base, votre idée était bonne. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, j'explique là qu'effectivement, quand vous allez créer, à partir du moment où vous avez l'idée et que vous allez créer votre boîte, pourquoi financer lors du démarrage? Parce que parfois on peut se dire, je démarre, et puis si un jour j'ai des besoins en financement, je le demanderai. Ben non, il faut financer tout de suite. On finance toujours, on emprunte toujours quand ça va. Parce que le jour où ça ne va pas, vous allez trouver personne pour vous prêter l'argent. On est d'accord. Il vaut mieux financer au départ, hein, quand les choses vont. Effectivement, il est plus facile de se faire financer au démarrage de l'entreprise qu'au bout de 6 mois ou d'1 an. Parce qu'au bout de 6 mois ou d'1 an, si vous avez besoin d'un financement, on va vous réclamer, on va vous dire, bah, tiens, vous n'avez que 6 mois d'activité, moi je préfère attendre un premier bilan, donc on va encore attendre 6 mois, mais dans 6 mois c'est trop tard, vous avez besoin d'argent tout de suite. Et au démarrage, ça vous permet justement de couvrir vos besoins dès le départ. Ensuite,
et ça aussi c'est une constante, c'est que les dépenses au démarrage sont souvent plus élevées que prévues. Ça c'est vrai. Parfois on a oublié ça, on a oublié ça, on a oublié ça. Et très logiquement, le chiffre d'affaires que vous avez envisagé de faire sur votre activité, en général, démarre très lentement. Parfois ça démarre vite et après ça se tasse, et puis après ça démarre très lentement parce qu'au départ il y a un effet de curiosité. Mais c'est une constante, c'est que le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, il va démarrer lentement. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que d'un côté j'ai des charges un petit peu plus élevées que prévu, de l'autre côté j'ai un chiffre d'affaires qui démarre lentement, donc il faut quand même que j'ai une trésorerie suffisante pour compenser, on va dire, la différence entre les deux lors de mon démarrage. D'où l'intérêt de bien financer sa société au début. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il existe des dispositifs de financement et d'aide aux créateurs, ou d'aide à la création d'entreprise. Quand on parle de l'ADI, l'ADI c'est une association, mais l'ADI peut aussi orienter les porteurs de projets vers des aides extérieures, du fait de sa connaissance des réseaux. Hein, donc parfois on a des gens qui viennent nous voir, nous travaillons par exemple, c'est un exemple. J'ai reçu récemment un porteur de projet qui était handicapé, qui avait un projet, on va dire, très raisonnable et qui pouvait en fait mettre en place, mettre en œuvre, mais il ignorait qu'il avait droit à des aides spécifiques. S'il n'était pas passé par l'ADI, il aurait perdu 6 000 euros. Là, il est passé par l'ADI, on lui a expliqué le système des aides, on l'a orienté, on l'a aidé à faire cette demande, il a eu 6 000 euros, en plus de sa demande de prêt. Ça, c'est très important, c'est qu'il y a un réseau, hein, quand je vous disais de ne pas rester seul, c'est que utiliser les réseaux, utiliser les gens qui savent faire dans l'intérêt et dans l'objectif de concrétiser votre projet derrière. Un exemple, c'est un exemple, ça c'est un exemple très concret, hein. C'est une personne qui a décidé effectivement de se lancer dans l'entretien d'espaces verts. Il a bénéficié de l'accompagnement. Donc il a eu droit à une formation collective qui s'appelle Gagner des clients, qui lui a servi justement à maîtriser la technique de je cherche des clients, comment je fais pour chercher des clients. Il a eu droit à un financement réparti entre un microcrédit et un prêt d'honneur. Et grâce à ça, effectivement, il a créé son entreprise, il s'est développé, il envisage à terme de passer en SARL. Donc ça c'est un exemple concret, je peux en multiplier. En Alsace, par exemple sur Strasbourg, ce que on accompagne très régulièrement, ce sont des gens qui se lancent sur des activités dans le bâtiment, dans le Uber Eats, Uber VTC, Uber, enfin toutes les plateformes aussi de livraison, de Deliveroo. Nous accompagnons des gens qui se lancent sur la création de sites internet ou des sites marchands, oui, des gens qui vendent sur internet. Mais toutes les activités sont représentées. Alors, le financement de l'ADI, concrètement, en fait, c'est un microcrédit. On appelle ça un microcrédit, pourquoi? Parce qu'il est limité à 10 000 euros. Enfin, un maxi-crédit n'existe pas en réalité, mais un microcrédit, ça existe. C'est juste une terminologie. On peut tout financer. On peut financer les stocks, on peut financer de la trésorerie, on peut financer de l'investissement, etc., etc., etc. Je disais avant que le montant est de 12 000 euros maximum, parce qu'encore une fois, notre rôle, c'est de financer les créateurs, ceux qui se lancent, ceux qui démarrent. Donc, ce qui ne nous empêche pas non plus, de temps en temps, d'accompagner des gens qui ont déjà en fait une structure existante. On a un taux d'intérêt aujourd'hui fixe qui est de 7,45 et avec des possibilités de prêts sans intérêt. On a des possibilités de mettre en place des prêts sans aucun intérêt. On a ce qu'on appelle la contribution de solidarité, ça correspond effectivement en toute transparence à ce que les banques appellent les frais de dossier, alors que chez nous ce ne sont pas des frais de dossier. Les frais de dossier bancaires, c'est finalement ça rentre dans le PNB de la banque, hein, c'est quelque chose que la banque se met dans la poche, en toute clarté. Hein. Alors que la contribution de solidarité, c'est une somme qui va alimenter un fonds de solidarité qui lui-même va servir à reprêter en fait à d'autres porteurs de projets. D'accord? Donc c'est pas du produit pour l'ADI. À côté de ça, à côté de
du prêt traditionnel, nous avons effectivement aussi des prêts à taux zéro et des primes. C'est ce que je vous expliquais avant. Hein. Il y a des possibilités d'avoir des primes, des prêts à taux zéro. Donc il ne faut pas rester concentré juste sur le prêt. Nous avons des possibilités d'étendre nos interventions grâce à des primes et à des prêts à taux zéro. Alors, l'accès, il est relativement simple. D'abord, on n'exige pas d'apport personnel. Ça, c'est souvent une remarque qu'on peut se faire parce que vous allez voir une banque, on vous dit oui, il n'y a pas de problème, on vous suit, mais il faut 25% d'apport. Là, ne les ai pas. Ah bah tant pis, si vous ne les avez pas, tant pis. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans une perspective de couverture de leurs risques, les banques en fait cherchent à limiter ces risques-là en vous demandant un apport. À la dit, pas d'apport. Vous avez le droit, mais ce n'est pas une obligation. Pas du tout. Pas de prise de garantie. Je reprends l'exemple de la boulangerie-pâtisserie. Si une banque vous finance une boulangerie-pâtisserie, ils vont prendre des garanties pour couvrir les 100 000 ou les 200 000 euros qu'ils vont vous prêter. Parmi ces garanties-là, il y a en principe le nantissement du fonds de commerce, qui est une forme de gage, on va dire, une forme de protection en fait, de la dette bancaire. Mais ils peuvent prendre aussi des hypothèques sur des appartements qui nous appartiennent ou sur la maison de vos parents, etc. Ils prennent des garanties réelles, c'est ce qu'on appelle des garanties réelles. Elle a dit, pas de prise de garantie. Même si on finance un véhicule utilitaire, on a beaucoup sur les gens qui vendent sur les marchés. Ces gens qui vendent sur les marchés, ils ont besoin d'un utilitaire pour transporter leurs marchandises. Eh bien, lorsqu'on finance ce type de véhicule-là, on ne prend pas de gage sur le véhicule, on ne prend pas de garantie sur le véhicule. Important. Néanmoins, on limite notre intervention sur des plans de financement dont le montant total est inférieur à 20 000 euros. Je reprends l'exemple de la boulangerie-pâtisserie. Si quelqu'un vient nous voir en disant « j'ai besoin de 200 000 euros », ce n'est pas notre rôle. Par contre, quelqu'un vient nous voir en disant « j'ai globalement besoin de 15 000 euros », mais j'ai un autofinancement, je me suis débrouillé pour les 5 000 euros et vous, je ne vous demande que 10 000 euros, c'est bon. Globalement, le plan de financement ne doit pas dépasser 20 000 euros. Tous les types de statuts juridiques sont concernés. En principe, en micro-entreprise, vous êtes en affaires individuelles, vous êtes seul, mais vous pouvez également venir avec un associé, en créant une SARL, etc. Donc là aussi, l'ADI intervient. Sachant que l'ADI interviendra sur les personnes associées à la SRL, pas sur la personnalité morale, pas sur la société. C'est toujours la personne qu'on va financer. Tout type d'activité. Ça a l'air de rien comme ça, mais pardon de reprendre l'exemple des banques, mais dans les banques, elles ont ce qu'elles appellent des politiques d'acceptation. Il y a des banques qui restreignent leur intervention par rapport au secteur d'activité. Par exemple, en ce moment, il y a des banques qui refusent de financer le secteur de la restauration. Sur Strasbourg. Moi, j'ai un gars, qu'est-ce qu'il m'a dit, qui habitait à l'Esplanade, qui me dit j'ai quelqu'un qui a ouvert à l'Esplanade, qui est en train d'ouvrir un petit snack à l'Esplanade. Il est client de la banque depuis 25 ans. Il n'a jamais rien demandé. Sauf que là, il voulait demander quelque chose. On lui dit, ah, vous êtes dans la restauration, on ne fait pas. Parce que les politiques risques ou les politiques d'intervention de la banque changent d'une banque à l'autre. Et aussi en fonction du contexte économique. Pourquoi? Parce qu'elles ont sans doute pris beaucoup de sinistres pendant la période de confinement et que maintenant elles ne veulent plus intervenir là-dessus. Elle a dit on n'a pas de réserve sur les secteurs d'activité. Ce que je vous disais avant aussi, c'est que on finance de tout. On finance du matériel, du stock de marchandises, des véhicules, du matériel neuf, du matériel d'occasion, etc. Le principe, je vous l'ai expliqué avant, c'est la confiance. Si quelqu'un me dit, moi j'achète un véhicule d'occasion, j'ai besoin de 10 000 euros, si je lui fais confiance, j'interviens. Mais je ne vais pas contrôler derrière qu'il affecte bien les 10 000 euros à son véhicule. Je lui fais confiance. Pas sur le principe qu'il ne va pas partir en vacances avec les 10 000 euros. Il pourrait. Donc c'est vraiment important. Et enfin, grande caractéristique, c'est que l'ADI lutte contre l'exclusion bancaire. Autrement dit, nous avons affaire à des gens qui sont interdits bancaires. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire interdit bancaire ou FICB?
Quand vous avez un compte dans une banque, ceux ou celles qui l'ont, si un jour vous émettez un chèque, c'est de plus en plus rare, mais ça peut arriver, parce que tout le monde utilise sa carte ou son iPhone, hein. Mais si jamais vous émettez un chèque et qu'il n'y a pas provision au compte, la banque va vous rejeter le chèque. À partir de là, vous êtes fiché dans un fichier qui s'appelle FCC pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle l'interdiction bancaire. Durant cette période-là, vous n'avez pas le droit juridiquement de réémettre de nouveaux chèques. Sinon, vous risquez de la prison et une amende de 15 000 € de mémoire. Vous pouvez retrouver la capacité à réémettre un chèque le jour où vous avez régularisé le chèque qui a été retourné par la banque. Alors, une banque ne rejette pas un chèque tous les jours, hein. Parce que d'abord, elle est tenue, je fais un petit aparté quand même pour vous apporter l'information, c'est que la banque, elle est tenue de vous prévenir avant de rejeter le chèque. C'est une obligation légale. On vous appelle, moi j'ai un chèque de 15 000 € qui arrive sur votre compte, il n'y a que 2,50 €. Il n'y a pas de problème, j'arrive, je fais le dépôt, etc. Par contre, si la banque n'a pas de nouvelles ou si le chèque n'est pas couvert dans les 3 jours, ils peuvent le rejeter. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez interdit bancaire avec cette interdiction de réémettre des chèques. Alors c'est assez ennuyeux parce que cette interdiction, elle est consultable par toutes les autres banques. Donc ça veut dire que vous êtes fâché, hein, vous sortez de la banque en vous disant c'est quoi, il vient de me rejeter un chèque, je ne suis pas content, je vais aller ouvrir un compte ailleurs. Ben non, vous ne pouvez pas, parce que le ailleurs, il est au courant, parce qu'il a accès au même fichier que vous, que le banquier d'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle le fichage des chèques, le rejet de chèques, qui est géré par la Banque de France. Alors évidemment, le jour où vous régularisez ce chèque, votre fichage il est levé et tout a disparu. Vous avez droit à l'oubli, hein. Il y a un deuxième fichage qui existe en France, je vous l'apporte aussi, hein. C'est important que vous le sachiez parce que il faut l'avoir en tête. C'est ce qu'on appelle le fichier F, comme Frédéric, ICP, comme Pascal. Si un jour vous faites un crédit, ça peut être un crédit pour acheter une voiture, ça peut être un crédit pour acheter un appartement, un téléphone, et que vous ne remboursez pas le crédit, l'établissement bancaire ou l'établissement de crédit, hein, ça peut être aussi si vous achetez un téléphone chez Auchan, vous prenez un paiement X fois mais vous ne le payez pas, l'établissement de crédit va vous inscrire sur un fichier qui s'appelle le FICP, et à partir de là, tous les autres établissements de crédit vont être au courant que vous ne remboursez pas le prêt en question, et donc vont forcément vous refuser de vous octroyer quelque chose d'autre. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le chèque, mais c'est aussi une sonnette d'alarme que va vous donner une banque ou un établissement de crédit qui va donner aux autres les établissements pour éviter que vous vous engagiez auprès d'un autre établissement. Dans les deux cas, quand vous êtes interdit bancaire ou quand vous êtes fiché FICP, la banque va refuser de vous financer. C'est systématique, n'importe quelle banque. Vous rentrez, même votre banquier qui vous connaît depuis 15 ans, oui, j'ai besoin de 3 000 €. Attendez, vous êtes un bancaire, vous êtes FICP, mais non, je ne peux pas faire. Donc vous serez bloqué. Sauf que justement, l'ADI qui lutte contre l'exclusion bancaire a la capacité d'intervenir aussi sur des gens qui sont fichés ou interdits bancaires. C'est important. Quand quelqu'un vient me voir et qui m'explique tout de suite, on me dit tiens, monsieur, moi je vous explique tout de suite, hein, j'ai eu des problèmes de chèque, je suis interdit bancaire, ou j'ai eu des soucis il y a 4 ans parce que je n'ai pas pu rembourser mon crédit, ça démarre très bien, parce qu'il est transparent avec moi. Ce que je fais juste après, c'est que je lui demande de m'expliquer pourquoi il s'est mis dans cette situation-là et quelles sont les solutions qu'il a adoptées pour essayer de s'en sortir. Par contre, si quelqu'un vient me voir en disant « moi je n'ai pas de soucis bancaire, hein. J'ai jamais eu de problème », et qu'après on constate effectivement que c'est fou, parce qu'on a accès à ces fichiers-là, et la confiance ne s'installe pas. Donc moi, dès le départ, lors de l'entretien initial, j'explique à la personne qu'il faut tout qu'on se dise, qu'on se dise tout. C'est entre vous et moi, il n'y a rien qui est sur le Seigneur. S'il y a un problème, expliquez-moi. Moi je suis là, je suis bienveillant, je vous écoute, je ne critique pas, je suis juste là pour vous écouter. Donc parfois les gens n'expliquent pas les choses. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non, ça vous paraît clair? Pas hésiter. Hein. Si vous permettez, oui. Généralement, quand ça passe bien, ça passe bien. Mais pour les cas où il y a des problèmes
évidemment, c'est ce qu'on disait avant, c'est que même si le porteur de projet réalise un prévisionnel ou envisage un niveau du chiffre d'affaires de temps et temps pour rendre son projet viable, il arrive souvent qu'effectivement que ces réalisations effectives ne soient pas à la hauteur. Donc il va être confronté à deux problèmes. Le premier, c'est comment je vais faire pour rembourser le crédit de la vie, parce que ça pour lui c'est une charge fixe. Et deuxième question qui va être posée, c'est comment je vais faire pour compenser cette baisse de chiffre d'affaires, parce que je ne suis pas à la hauteur de ce que j'attends. Dans les deux cas, on a la solution. Dans le premier cas, comment il va faire pour rembourser le crédit de la vie? Eh bien, on a déjà imaginé en amont des possibilités d'allègement, soit par des reports d'échéance, qui sont contractuels, soit par des réaménagements de prêts. Autrement dit, on va prendre par exemple la durée initiale, imaginons qu'il soit parti sur un prêt sur 2 ans, on va prendre le prêt et puis on va rajouter 2 ans complémentaires pour réduire au maximum la mensualité. Tout ça sans frais, de manière à caler, on va dire, le remboursement du prêt sur ses capacités de remboursement réelles. Ça, c'est la première solution, c'est par rapport au prêt. Et tout ça, ça se fait sans frais, sans garantie, etc. C'est juste une manœuvre informatique. Et la deuxième chose, pour répondre à sa problématique pure de je suis très écarté du niveau du chiffre d'affaires dont je m'étais fixé, eh bien, nous avons les bénévoles qui vont l'aider à travers notamment un atelier qui s'appelle l'ADF, l'atelier des solutions, pour l'aider à travailler ce sujet-là et à redévelopper son chiffre d'affaires en se posant les bonnes questions. Est-ce que j'ai un bon prix? Est-ce que j'ai un bon circuit de distribution? Comment je fais pour trouver les clients, etc. En tout cas, on remet de nouveau une action d'accompagnement en place sur cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, vous allez me dire, oui, 12 000 euros en termes de crédit, la vie ne prend pas de garantie. Alors, on ne prend pas de garantie, mais on prend un garant. Le garant, c'est quoi? C'est une personne physique qui est dans votre entourage, qui est au courant de votre projet. Ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, votre ami, etc. Et surtout, quelqu'un qui a confiance en vous. Cette personne, elle est censée, en principe, vous épauler financièrement si un jour vous passez justement par une phase un petit peu compliquée dans le terme de remboursement du crédit. Ce garant, il n'est engagé qu'à hauteur de la moitié du prêt. Si par exemple on met en place 5 000 euros, le garant ne sera engagé qu'à hauteur de 2 500 euros financièrement. Parfois les gens me disent, mais moi je ne comprends pas, je ne peux pas, j'ai pas de garant. Vous avez un père, une mère, vous avez lui, mais il ne veut pas signer pour moi. Ah bon? Votre propre famille ne vous fait pas confiance, comment voulez-vous que moi, qui ne vous connais pas, vous fasse confiance? Vous voyez, le garant, c'est aussi quelqu'un qui appuie la personne dans son projet. Et le cas que je citais là, qui est un cas réel, doit pousser la personne qui monte le projet à se poser des questions. En disant, je vais me lancer un projet, mais mon père ne veut pas m'aider, ma soeur ne veut pas m'aider, mon oncle ne veut pas m'aider, pourquoi? En général, le garant, c'est effectivement quelqu'un de la famille, c'est un ami, c'est quelqu'un qui a pleinement confiance dans le porteur de projet. C'est pas nous qui l'imposons, c'est la personne qui le propose. Parfois on me dit, j'ai pensé à mon père, parce que oui, bah, très bien. Ou j'ai pensé à mon ami un tel, bah, très bien. Donc on n'impose rien. Mais c'est la condition, c'est la seule condition. Alors, le parcours au niveau de la vie. Concrètement, comment ça se passe, on va dire, c'est important. Le jour où vous allez décider de vous lancer sur une activité, il suffit de prendre rendez-vous, en fait, ici vous avez mon numéro de téléphone, ou alors sur le site de l'ADI. D'ailleurs, je vous encourage, si vous avez une fois le temps, d'aller sur le site de l'ADI, parce que vous avez beaucoup plus de choses que ce que je vous présente là. Et notamment un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider dans la réflexion sur votre projet. Une fois que le rendez-vous est pris, ensuite on organise un rendez-vous individuel. C'est un temps d'échange, notamment entre le porteur de projet et le conseiller. Ça dure entre 1h30, 1 heure et demie maximum.
Au bout d'une heure ou d'une heure et demie, tout est dit, tout est fait. Une semaine après, au plus tard, vous avez la position de l'ADI. Soit oui, soit non. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est le délai maximum. L'objectif, parce qu'on sait très bien, lorsque la personne se lance dans un projet, c'est que si elle a estimé qu'elle a des besoins de financement, en général, ils sont assez urgents, parce qu'elle a commencé à entamer sa procédure d'immatriculation, elle doit commencer à verser des acomptes à des fournisseurs, elle doit acheter son véhicule parce qu'elle a besoin d'un véhicule, etc. Donc l'argent est en général assez rapidement à mettre à disposition. Donc une semaine, c'est le délai maximum entre le moment où vous passez le bureau de l'ADI et le moment où vous avez l'argent derrière sur votre compte. Au bout d'une semaine, ce que je disais, donc la décision est prise et dans la foulée, on signe un contrat et on débloque l'argent. Aujourd'hui, on ne signe pratiquement plus de contrats papier, tout se fait par voie électronique. Les contrats sont envoyés par mail avec une signature électronique. Ce qui fait qu'il m'arrive très régulièrement de présenter un dossier le matin à notre comité. On a un comité toutes les semaines. Le comité me dit oui à 10h. À 11h, je signe le contrat de manière électronique. Et à 14h, je débloque les fonds. Tout ça dans la même journée. Donc ça peut aller très vite si tout est complet, si on a l'ensemble des documents et l'ensemble des contrats signés. Alors, pour faire juste un petit focus sur le rendez-vous, le rendez-vous avec le conseiller ADI, ça consiste en quoi? Le conseiller, en fait, il ne vous connaît pas. Vous allez passer dans son bureau, vous allez dire bonjour, mais après, il ne vous connaît pas. Il ne sait pas d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi votre objectif, etc. Donc, il va scinder son entretien en 3 parties principales. La première partie, c'est un petit peu votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'avoir eu cette idée de lancer votre projet? La deuxième partie va consister à ce que vous lui expliquiez votre projet, rentrer dans le détail du projet. Et enfin, dans une troisième partie, ça va être votre situation privée et votre situation bancaire. Au bout de 1 heure et demie d'entretien, l'entretien est terminé et va démarrer cette fameuse semaine qui va donc déboucher sur la décision définitive. L'objectif pour nous, c'est que tout soit transparent, que tout soit dit, qu'il y ait effectivement des échanges totalement transparents. Moi, je dis souvent aux gens que j'ai en face de moi, je préfère que vous me disiez tout, plutôt que je découvre les choses par moi derrière. On va tous gagner du temps. Franchement, je préfère que vous me disiez que vous ayez des problèmes, mais expliquez-moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je suis bienveillant. Que lui et tout le monde peut passer dans sa vie par des phases difficiles. Ça ne sert à rien de le cacher. Dites-moi, expliquez-moi la chose, mais je préfère que vous soyez transparent. Parce que pour autant que vous êtes transparent avec moi, autant je le serai aussi avec vous derrière. Alors, sur quels critères se prend la décision? Ce que je vous expliquais avant, c'est que nous avons un comité toutes les semaines sur Strasbourg, c'est des gens qui se réunissent et qui valident le dossier. Et sur quels critères? Le critère majeur, c'est la confiance qu'on a dans la personne, c'est ce que je vous expliquais avant. Si on a confiance dans la personne, même si le projet peut être bizarre, original, on va suivre. Parce qu'on a confiance dans la personne. Ensuite, on va s'intéresser aussi, et ça c'est normal, à la capacité de remboursement de la personne. On ne va pas mettre en place un prêt à une personne qui ne sera pas capable de la rembourser, c'est pas pour l'ADI, mais c'est pour la personne, parce que si elle n'arrive pas à rembourser, c'est cette personne-là qu'on va mettre dans l'embarras. Donc on essaie toujours de caler le prêt sur la capacité de remboursement de la personne. Et enfin, vous avez vu qu'on l'a mis en dernier, confiance dans le projet. Évidemment, on va quand même s'intéresser au projet. C'est pas pour. On ne va pas vous demander des prévisionnels, des études, des trucs et des machins. On va juste échanger avec vous pour comprendre votre projet et essayer de trouver éventuellement des points d'ombre sur lesquels un bénévole pourrait vous épauler pour essayer d'éliminer ce point d'ombre. Moi, foncièrement, quand quelqu'un vient me voir en disant j'ai un prévisionnel sur 3 ans, je le mets de côté. Qui sait? Qui peut prévoir ce que va être une situation dans 3 ans? Personne.
Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Qui avait pu prévoir ça il y a 2 ans, même pas un an en arrière? Personne. Donc, on se base beaucoup sur l'échange avec la personne. Les questions traditionnelles que moi je pose, c'est comment vous avez venu l'idée de monter ce projet, comment vous allez le faire, avec quel client vous allez travailler, etc., etc. Des choses très basiques qui me suffisent à prendre une décision derrière. Alors juste très rapidement, je ne sais pas dire non, pardon. Juste un petit conseil, si un jour vous décidez de contacter l'ADI pour préparer votre demande, il y a juste ces 3 éléments-là qu'il faut retenir. Il faut ramener tous les documents qu'on vous demande. Première chose. Ensuite, il faut un petit peu réfléchir sur votre activité, en disant, ben voilà, j'envisage de me lancer dans telle activité, il faut un minima que j'ai une connaissance des charges que je vais payer. Parce que même si on l'a dit, vous accompagne sur le financement, il faut que derrière vous ayez une vision assez précise des charges fixes qui vont tomber tous les mois et que vous allez devoir dépenser. Quel est le chiffre d'affaires que vous objectivez? C'est important de vous fixer des objectifs. J'ai eu récemment quelqu'un qui s'est lancé dans un nettoyage de bâtiment. Quand je lui ai demandé, mais c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires? Bah, je ferai ce que je vous ferai. Bah oui, d'accord, mais bon. Vous savez, vous avez des charges fixes? Oui. Vous savez combien? Non. Vous avez tant et tant de charges fixes. Donc il faut déjà un minimum que vous fassiez le chiffre d'affaires pour payer les charges fixes. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion de base, on va dire, pour au moins donner une direction à l'entreprise. Certains ont des visions très précises. Certains viennent nous voir en disant, moi je veux faire 56 250 euros de chiffre d'affaires. Très bien. Et voilà, je vous explique comment je l'ai calculé. Très bien. On ne rentre pas, nous, dans ce détail-là, mais ce qu'on essaie de savoir, c'est est-ce que la personne, elle a réfléchi à ça. Parfois, des porteurs de projets viennent nous voir, tout contents, avec un document qui fait 52 pages. C'est le prévisionnel. Très bien. C'est vous qui l'avez fait? Non. C'est le comptable. Très bien. Et je vois là, page 50, vous marquez 52 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez calculé ça comment? Je ne sais pas, c'est le comptable qui a fait. Vous voyez, ça, c'est pas de l'application. Moi, je préfère que quelqu'un vienne sans prévisionnel, mais qui m'explique comment il va faire son chiffre d'affaires, comment il va le calculer, comment il va le développer, que quelqu'un qui fasse faire le travail par quelqu'un d'autre et qui ne s'implique pas dans ce travail. Et enfin, et c'est surtout, je le dis depuis le début, la carte de la transparence. Elle a dit, on se dit tout. Ce qui va, ce qui ne va pas. Si on a confiance au départ dans la personne, si la personne a confiance dans l'ADI, ben, on va systématiquement suivre la personne dans le temps, dans les années ultérieures. Systématiquement. Très important. Alors, dernier point, c'est que là, effectivement, je vais essayer de sortir je ne sais pas comment on revient au fichier. Pardon. C'est le dernier point qu'on va aborder ensemble. Moi, je vous ai expliqué, parce que là on a un petit peu insisté sur l'aspect financement, mais je vous ai expliqué avant que l'ADI, c'est pas que le financement, c'est de l'accompagnement, du conseil. Super. Merci. Oui, je ne dis pas beaucoup ça. Voilà, super, merci. Alors, comme je disais que quand l'ADI, c'est effectivement... pardon, on est par terre. C'est bien plus qu'un financement. Parce que demain, peu importe ce que vous allez financer, dans votre vie professionnelle, vous allez à un moment donné, ou dans votre vie privée, vous allez sans doute un jour solliciter quelqu'un pour vous financer votre voiture, votre maison, peu importe. Vous allez trouver facilement
entre guillemets, des gens qui vous financent. Mais par contre, trouver des gens qui vous accompagnent du début du projet, pendant le projet, après le projet, tout ça gratuitement, des gens qui vous apportent des conseils, qui vous apportent des primes, qui vous apportent des subventions, etc. C'est relativement difficile à trouver. Donc, pesez bien le pour et le contre. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADI, on ne l'a peut-être pas dit au départ, c'est que l'ADI intervient sur des projets professionnels, donc des gens qui sont immatriculés, qui exercent une activité professionnelle. À titre juste, on va dire, de complément, on intervient aussi sur ce qu'on appelle le micro-crédit mobilité, donc sur des financements de véhicules, de permis de conduire, de code, pour le côté du particulier. Et ça s'arrête là. Donc, on ne fait pas de prêt immobilier, ou de prêt pour acheter une télévision, des choses comme ça, il faut le retenir. Alors, l'ADI, c'est bien plus qu'un financement, c'est ce que je disais avant. C'est ce que je disais avant. Tout d'abord, on vous donne des conseils à chaque étape de votre projet. On vous propose également des solutions d'assurance pour couvrir votre activité professionnelle, c'est important. Parce que parfois, il y a des gens qui se lancent. Moi, j'ai un jeune qui s'est lancé, la semaine, il fait ses études, le week-end, il travaille. Il a lancé un petit projet, sauf qu'il a oublié de s'assurer. Et donc, il a eu un jour un sinistre et il n'était pas assuré. Donc, il a été obligé de payer le remboursement du sinistre. Parce que parfois, on oublie qu'en exerçant une activité professionnelle, même à titre, on va dire, secondaire, il faut s'assurer pour cette activité-là, parce que vous pouvez entraîner des risques dans votre entourage qui peuvent être graves pour cet entourage. L'ADI, c'est également des activités clés en main, parce qu'on a des solutions de micro-franchise solidaire, mais également toute une série de bons plans. L'ADI, du fait de son statut associatif, en fait, bénéficie comment je vais expliquer ça, de bons plans, c'est-à-dire des accords qu'on a avec des prestataires extérieurs pour tirer les prix vers le bas. Ça peut être par exemple des comptes bancaires des comptes bancaires professionnels à coût moindre, ça peut être des TPE, vous savez, tout ce qu'utilisent les commerçants lorsque vous payez par carte à coût réduit, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle des bons plans. Donc l'ADI, elle a toute une série comme ça de bons plans qui permet de faire bénéficier en fait à notre public du prix tiré. On a également, c'est pour ça que je vous encourage à l'occasion, allez le voir, le site de l'ADI, adi.org. On a également des accompagnements en ligne qui sont gratuits. On a des webconférences qui ont lieu toutes les semaines, en fait, qui tournent autour de thématiques extrêmement variées, soit pour lancer votre activité, soit pour la booster. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site, naviguer sur le site, il y a des choses extrêmement intéressantes, que même moi, parfois, je redécouvre. Vous voyez, ça c'est aussi des exemples en fait, d'implications concrètes au niveau de l'ADI. C'est vraiment spécifique à Strasbourg. On met en place des cafés créateurs, on fait intervenir des entrepreneurs qui témoignent aussi un petit peu de leur parcours, donc soit des gens qui sont intervenus récemment ou qui ont un parcours plus long mais qui peuvent servir de modèle aux créateurs de projets. On fait des ateliers sur le statut de la micro-entreprise qui permettent en fait aux gens d'échanger entre eux, d'apprendre aussi un certain nombre de choses sur ces statuts-là. Mais on intervient également sur des événements un petit peu plus amusants, entre guillemets, on va dire, notamment par des créa-dating. Un créa-dating, c'est un échange entre des gens qui ont une idée, par exemple, et qui ont besoin d'un accompagnement, d'un financement. Là, en l'occurrence, l'année dernière, on a fait la pépinière de Haute-Pierre avec la présence du Pôle emploi. Et moi-même, par exemple, cette année, j'ai participé, et peut-être que certains d'entre vous y étaient, au forum de l'emploi de chez Ticaï. Non, je vous conseille d'y aller, parce que ce sont deux endroits chez Ticaï. Dans un endroit, il y a des gens, des associations comme les nôtres, qui accompagnent les porteurs de projets. Et dans un autre endroit, il n'y a que des recruteurs. C'est des structures qui recherchent soit des salariés, soit des alternants. J'ai vu passer beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants en comptabilité qui recherchaient des contrats en alternance ou alors des CDI. Donc ayez ça en tête, ça a lieu tous les ans.
Ça a eu lieu il y a 1 mois et demi à peu près. Et, effectivement, on a beaucoup de. Nous sommes présents en fait à ce type de forum parce que forcément ça concerne l'emploi et puis sinon on peut donner un coup de main aux jeunes qui veulent se lancer sur l'activité entrepreneuriale, on va le faire. Et toujours de manière très récurrente, on intervient d'une manière très régulière sur le terrain en fait. Dernière chose dont je voulais vous parler, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, et Strasbourg c'est une ville pilote, si un jour vous décidez de vous lancer dans une activité à partir du vélo, d'un cycle, je prends un exemple, vous voulez vous lancer sur, par exemple, faire de la livraison à vélo, ou alors vous voulez faire de la réparation de vélo à domicile, etc. Il y a beaucoup d'idées. L'ADI en fait est partenaire d'un programme qui s'appelle la cyclo-entreprise, qui vous permet en fait non seulement d'avoir droit à une formation gratuite, mais en plus à une prime. Vous voyez, je vous ai expliqué le système des primes, qui vous permet de couvrir 25% du montant de votre investissement, notamment si vous achetez un vélo électrique. D'accord ? On a des gens, je prends un exemple, on a des gens qui font la coiffeur à domicile à vélo. Ils tournent dans leur quartier, ils ont dans leur vélo cargo tout le matériel qui va bien, et comme ils n'ont pas envie de se fatiguer, ils ont pris un vélo électrique. Ça coûte 10 000 €, un bon vélo électrique. Ben là, avec la prime, ils ont droit à 25% de ces 10 000 €, ils ont droit à 2 500 € de prime. D'accord ? Donc ça c'est important, et la formation elle a lieu à Strasbourg. Donc si jamais, peut-être que ça ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas forcément cette idée-là, mais si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui veut se lancer dans cette activité-là, n'hésitez pas à m'en parler. Sur Google, vous tapez ma cyclo-entreprise en un seul mot, vous allez retrouver tout le programme. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu long. J'ai essayé d'être synthétique aussi en même temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. Forcément, il y a des choses qui vous sont apparues à l'esprit. Il ne faut pas hésiter à me les poser. Sachant que, encore une fois, pour avoir une vision plus globale, vous pouvez aller sur le site de adi.org. D'accord ? Ce qu'il faut retenir de tout ça, et je reviens à ce que je disais au départ, ne restez pas seul. Le jour où vous avez l'idée, même si vous voulez la garder pour vous, ce que je peux comprendre, vous voulez la protéger, c'est votre idée, ne restez pas seul. Prenez conseil autour de vous, que ce soit au niveau de l'ADI ou d'autres structures, il peut y en avoir d'autres. Il ne faut pas hésiter effectivement à prendre conseil et à vous faire épauler. Parce que d'une part, ça va vous faire gagner du temps, et d'autre part, ça va effectivement accélérer la mise en place de votre projet. Deuxième chose, il faut aussi accepter la critique. Parce que évidemment, parfois je dis à certaines personnes, ce que vous avez fait là, ça ne tient pas la route, je suis désolé. Parce que je vous disais qu'on travaille en transparence, donc si on a quelque chose à dire, on le dit. Et on le prouve. Certaines personnes le prennent très bien, vous avez raison, je me suis trompé. D'autres personnes, non. Il faut aussi savoir être humble quand on lance une affaire. Il faut savoir reconnaître qu'on ne sait pas tout, on ne sait jamais tout de toute façon. Mais il faut savoir être humble et accepter justement le conseil des gens qui sont autour de vous. Il faut le prendre d'une manière positive. Il faut le prendre comme des escaliers sur lesquels vous allez grimper au fur et à mesure et arriver finalement à votre projet. Chaque critique, si elle est positive, c'est juste une marge d'escalier en plus. Ça va vous éviter de faire des erreurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'ADI. Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà, moi je reste quand même à votre disposition. Pas de questions? Oui. Une petite question, vous avez parlé de l'accompagnement notamment des étudiants. Oui. Est-ce que les étudiants d'origine étrangère bénéficient de l'ADI? Alors, bonne question. Au-delà même des étudiants, notre public habituel, ce sont des gens de toute nationalité, de toute origine, de toute langue, on va dire. Nous avons effectivement, spécifiquement pour les étudiants, nous avons des étudiants français, nous avons des étudiants d'origine marocaine, tunisienne, etc. Nous les accompagnons. Le principal, c'est qu'ils soient quelque part en règle, effectivement, par rapport à leur... on en parlait, par rapport à leur titre de séjour.
Donc on peut les accompagner, concrètement on peut les accompagner, après si on les finance, mais s'ils n'ont pas le droit de travailler sur le territoire français, on ne peut pas les accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, la directe. Oui, La directe, il est clair sur certains points, notamment c'est le travail des étrangers, et notamment, je parle des étudiants oui, qui ont un cadre de séjour, je crois, de 3 ans maximum. oui. Est-ce que vous tenez compte un petit peu de leur titre de séjour, c'est-à-dire entre parenthèses la durée Non, légale? non. Est-ce que le projet peut, par exemple, un étudiant marocain, je parle du Maroc, peut éventuellement après s'installer définitivement avec ce projet Bien sûr, sur le territoire? oui. Parce que là, il y a beaucoup de... Pour répondre déjà directement à la question par rapport au titre de séjour, on ne tient pas compte de la date de fin du titre de séjour. Ça, c'est bien, c'est... On ne tient pas compte. Parce que dans la discussion qu'on va avoir avec l'étudiant, le genre de questions qu'on va lui poser, ça va être, enfin, quel est votre projet? Est-ce que votre idée, c'est de juste travailler là 6 mois ou à terme de vous installer définitivement pour ce sont des questions qu'on va lui poser. Si dans l'entretien, effectivement, on s'aperçoit qu'il a un projet à long terme, qui veut plus tard se développer, s'associer peut-être avec d'autres, on n'a pas d'inquiétude. On ne devrait pas avoir d'inquiétude. On va lui faire confiance. Parce que la base, c'est ça, c'est la confiance. Mais Si la personne ne nous inspire pas confiance parce qu'il ne nous explique pas les choses ou parce qu'il ne nous apporte pas un certain nombre d'éléments, là, on va se poser des questions. ça, c'est de votre côté. Oui. Mais est-ce que la personne de l'autre côté, quand on passe l'autre barrière de la Oui. préfecture, Oui, je crois des étudiants qui sont là, ils peuvent en témoigner. oui, Ça, c'est un autre langage, c'est un autre codage. certes. Est-ce que avec C'est est-ce qu'ils... dommage. Ouais, je sais pas, c'est les étudiants. Je ne sais pas que Ils sont plus... vous avez, par rapport à la question qui est posée, vous avez déjà eu ce souci-là de... Vous voyez la question? Non? Je sais pas, mais parfois dans le côté juridique, comme il a dit, pour la préfecture, Ouais. je pense que ça marche pas pour les projets en tant qu'étudiant. Parce que sur votre titre de séjour, c'est juste indiqué étudiant. Ouais. C'est ça. Non, mais on peut travailler. Oui, On a le droit de peut travailler 20 heures, je crois. Oui. Oui. C'est pour cela qu'il faut être, enfin, je crois un peu clair dans la chose parce que M. le conseiller général peut en témoigner. Ouais. On en a des cas, surtout au niveau du renouvellement des titres de séjour, au niveau même des gens qui sont diplômés. Diplômés. Oui. Oui, le monde pour 10 ans carte de séjour, sinon vie privée familiale, un Oui. truc comme ça. J'ai déjà déclaré un micro-entreprise. Ah, d'accord, ouais. Et alors, ça vous a posé un problème? Je vous laisse le début. Oui, j'ai eu un peu de problème par rapport à ça et après j'ai fait tous les papiers avec mon ami Oui, qui est vie privée familiale. d'accord. Nous deux, on est en train de faire. Ça, D'accord. c'est notre marque, on fait blocage sur t-shirt. Ah, bah d'accord. D'accord. Vous avez lancé il y a longtemps? C'est pas longtemps, ça fait 1 mois et demi, je suis en Strasbourg, et puis D'accord. j'ai été en Belfort 3 ans. D'accord. Et en Strasbourg, j'ai commencé. Vous êtes un bel exemple de ce que. Voilà, c'est un exemple tout à fait concret de quelqu'un qui crée avec une idée. Voilà, merci en tout cas pour votre témoignage. Bon, après, voilà, par rapport à la question qui est posée, concrètement, moi j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. On est déjà intervenu effectivement sur les étudiants, ceux qui sont vraiment en phase d'études, on va dire. En général, ce sont plutôt des projets qui sont organisés pour travailler le week-end ou le soir. C'est pas pour remplacer les études. Donc j'ai rarement ce problème-là. Je ne pense pas que la préfecture risque d'entraîner un problème de ce côté-là. Moi, j'ai jamais entendu. Personnellement, je n'ai jamais eu d'interrogation ou de questionnement là-dessus.
question. Est-ce que les étudiants étrangers peuvent bénéficier des aides étatiques, notamment l'aide des 3 000 euros? Et en fait, là aujourd'hui, nous sommes des étudiants étrangers, et donc étudiants étrangers, nous avons des cartes séjour tant qu'étudiants. Oui. Alors, quand nos cartes arrivent à leur terme, alors nous sommes obligés de changer notre statut. Alors, si on veut, par exemple, aujourd'hui, c'est par exemple d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on veut changer notre statut sur notre carte séjour, et nous avons un projet avec l'ADI. Est-ce que l'ADI peut nous accompagner dans notre changement de statut? Alors, il y a plusieurs questions dans vos questions. J'essaie de les prendre dans l'ordre. L'histoire des primes ou des primes d'État. Lorsque le gouvernement décide d'octroyer des primes à destination des porteurs de projets, que ce soit les primes jeunes ou d'autres primes, ils indiquent effectivement régulièrement 2 conditions. Soit être ressortissant français, donc ça on sait ce que ça veut dire, hein, ou alors être sur le territoire français en situation régulière. Vous avez une carte étudiant, vous êtes en situation régulière, donc vous avez droit à ces primes. Ça c'est pour répondre à la première question. Par rapport à la deuxième question, si vous passez de statut d'étudiant dans un autre statut, évidemment, l'ADI peut vous accompagner. Parce que, encore une fois, nous on se base, on va dire, sur votre projet, sur l'idée que vous avez, et même on a même des bénévoles qui peuvent vous aider en fait à estimer ça, à vous aider dans le cadre de cette transformation. Donc du coup, c'est vrai que moi je ne peux répondre que oui à cette question. J'ai jamais été confronté à un refus par rapport à la question que vous posez. Même parfois, on a des gens qui viennent nous voir avec des cartes de séjour échues, on appelle ça à échéance. Je leur dis, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je sois sûr que vous ayez demandé le renouvellement de la carte de séjour. Donc, ils reviennent avec le récépissé, et c'est bon, on intervient. On travaille toujours en transparence. Vous voyez, le principal, c'est que chacun explique à l'autre où il en est. À partir du moment où on sait où on est l'autre personne, on intervient. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions? Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez que... Je ne sais pas, j'avais prévu ici des petites fiches. Je ne sais pas si vous avez un petit flyer pour ceux que ça intéresse. Peut-être comme ça vous avez ici en fait un petit résumé. Alors peut-être que là il y a marqué 10 000. Dans la plaquette, il a indiqué jusqu'à 10 000 euros. Ça, c'était l'ancien plafond. En fait, c'est 12 000 euros aujourd'hui. Le financement de l'ADI, comment vous faites? Est-ce que ce sont des capitaux propres ou vous prenez des crédits aussi? Alors, il y a plusieurs sources de financement. Il y a d'abord effectivement du crédit, puisque historiquement c'est comme ça que l'ADI avait été créé. Donc nous on s'adresse au réseau bancaire pour emprunter de l'argent. Et nous avons également en fait des ressources publiques. D'accord? Donc tantôt des subventions versées par les régions, par les conseils régionaux, etc., qui sont très variables d'une région à l'autre. Et nous avons aussi des donateurs privés qui veulent, du fait de leur propre histoire, participer et aider les autres à créer une entreprise. C'est vraiment très très diversifié. Voilà, donc moi je n'ai plus de questions. Si vous n'avez plus de questions, voilà. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre présence.
va essayer d'enregistrer la D'accord. vidéo et la transmettre au maximum à toutes les associations. D'accord. Avec peut-être vos coordonnées, je ne sais pas comment on va faire. Peut-être on ajoute aussi les coordonnées Oui, de sur le- Frédéric, comme ça. Je reviens vers toi si jamais il y a besoin. N'hésitez pas, hein, je veux dire, même si c'est pas pour vous, si vous entendez quelqu'un autour de vous qui a un projet, vous nous l'envoyez